Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le docteur Youssef Girard, historien et auteur spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Avec lui, à l'occasion de la sortie de son dernier livre consacré aux penseurs et au réformateur anticolonial et anti-impérialiste algérien Melk Ben Nabi, sous le titre Une lecture de Melk Ben Nabi, nous allons évoquer le parcours de ce penseur, en particulier son concept de colonisabilité plus que jamais nécessaire à tous les pays et les peuples, notamment africains, qui veulent s'affranchir définitivement du néocolonialisme et faire face aux nouvelles tendances colonialistes dans le monde. Youssef Girard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour nous. Alors, j'ai consulté un peu votre livre et donc dans votre livre de 270 pages, publié aux éditions Héritage sur le titre, je le rappelle, Une lecture de Melk Ben Nabi, vous écrivez, je cite, Né à Constantine en 1905, Melk Ben Nabi est sans aucun doute l'un des intellectuels algériens et musulmans les plus marquants de la période contemporaine. Aujourd'hui, son influence dépasse largement les frontières de l'Algérie et du Maghreb pour rayonner sur l'ensemble du monde musulman et même au-delà. Durant plus de 30 ans, de la publication de son premier article en réponse aux allégations de Farhat Abbas la non, sur la non-existence de la nation algérienne au moment du Congrès musulman en 1936, à sa mort à Alger en 1973, Melk Ben Nabi a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages et des centaines d'articles qui ont directement inspiré plusieurs générations de lecteurs. Fin de citation. Alors, Youssef Girard, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce philosophe social et auteur d'exception et pourquoi avoir choisi de remettre au goût du jour sa pensée socio-philosophique? Ouais, donc, comme vous venez de le dire, hein, Malek Ben Nabi, c'est une figure intellectuelle majeure de l'Algérie contemporaine. Il est né à Constantine en 1905 et il a passé son enfance entre cette ville de Constantine et son adolescence entre cette ville de Constantine et la ville de Tébessa, un peu plus au sud, dans lequel était installée sa famille. Il a bénéficié d'une formation bilingue en arabe et en français, ce qui lui a permis d'intégrer la médersa d'État de Constantine, qui était une médersa mise en place par l'administration française pour former des cadres algériens bilingues qui devaient notamment servir dans la justice musulmane, puisque la justice civile comment dire, pour les populations, pour la population musulmane algérienne, était une justice religieuse. Mhm. En 1930, Malek Ben Nabi quitte l'Algérie et poursuit ses études en France, où il a cherché à rentrer au Langzhou pour parfaire ses connaissances sur le monde arabe et la culture arabo-musulmane, ce qui lui sera refusé et il va finalement faire une formation scientifique à l'école spéciale de mécanique et d'électricité. Ouais. Ça, c'est sa formation, disons, de base. Malek Ben Nabi est aussi quelqu'un qui, justement, parce qu'il a une formation bilingue, a été profondément marqué par l'enseignement de l'islam, de la spiritualité musulmane. Mais si on lit attentivement ses travaux, je pense qu'il y a deux sources d'inspiration au-delà de la spiritualité musulmane qui ressortent. C'est les travaux de Ibn Khaldoun, hein, qui a Mhm. largement influencé Ben Nabi, on y reviendra, et ceux du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qu'on peut voir aussi au travers de différentes influences, notamment vous parliez de l'article qu'il écrit en réponse à Ferhat Abbas en 1936, qu'il intitule en faisant une référence à Nietzsche, puisqu'il appelle cet article Le crépuscule des idoles, en référence Ouais. au célèbre ouvrage de Nietzsche.
Donc, comme vous l'avez dit, hein, il publie son premier article en 1936 et c'est vraiment dans ces années 30 où il arrive en France et il va commencer à fréquenter les milieux étudiants, notamment il va être en lien avec évidemment les étudiants maghrébins qui sont présents à Paris, mais aussi il va fréquenter les étudiants protestants il va fréquenter comment dire, une association d'étudiants protestants avec qui il va avoir un dialogue pendant un temps. C'est donc en 1936 publie son premier article et qu'il commence sa carrière d'écrivain, donc dans lequel justement il va écrire une œuvre particulièrement importante, plus d'une vingtaine d'ouvrages avec des livres particulièrement marquants, hein. Je pense par exemple son premier ouvrage s'appelle Le phénomène coranique ou d'autres ouvrages Ouais, qui vont venir par la suite, Les conditions de la Renaissance, Vocation de l'islam, l'afro-asiatisme, Le le problème de problème, la culture par exemple, ou problème des idées, le problème des idées exactement, qui sont voilà, on va dire la grande œuvre que Ben Nebi va écrire au fil de ses ouvrages. Et parallèlement à cette œuvre, il va écrire aussi des centaines d'articles dans la presse. Donc, avant l'indépendance, il écrira notamment dans La République algérienne, qui était un journal qui était animé par l'UNMA de Ferhat Abbas et dans Le Jeune Musulman, qui était l'organe francophone de l'association des oulémas, qui a été donc ce Jeune Musulman qui avait été fondé par Ahmed Taleb Ibrahimi lorsqu'il était étudiant à Alger. Et puis après l'indépendance, Malek Benavi va continuer à écrire régulièrement dans la presse algérienne, notamment dans un magazine qui s'appelait Révolution africaine. Donc tout ça, ça fait des centaines d'articles qui ont été réunis dans différents volumes par des héritiers de Malek Benabi, notamment Abdelrahman Ben Amara, qui a fait ce travail d'édition de ces articles. d'accord. Euh, Mhm. oui, Allez-y, allez-y. Et nous, c'était pour répondre à la deuxième partie oui, de oui, votre allez-y, bien sûr, c'est ce question. que justement, j'allais vous la rappeler. Allez-y. Voilà, sur mon rapport entre guillemets personnel à Malek Benabi. Moi, j'ai découvert Malek Benabi au début des années 2000 en France, lorsque j'étais étudiant à la faculté. Et aujourd'hui, en France, les ouvrages de Malek Benabi sont assez facilement accessibles parce qu'il y a eu un travail de réédition en France qui rend disponible l'œuvre de Malek Ben Nabi, notamment aux éditions Héritage dans lequel j'édite cet ouvrage, qui a fait des éditions Héritage qui ont fait tout un travail de réédition. Mais au début des années 2000, c'était très compliqué de trouver des ouvrages de Malek Ben Nabi en France. Et donc, c'était des ouvrages qui étaient importés d'Algérie, donc il y avait des stocks qui étaient très peu nombreux. Mais petit à petit, j'ai réussi à constituer un petit stock d'ouvrages de Malek Benabi, voilà, et à m'initier à sa pensée et à ses travaux. En 2004, lorsque je me suis inscrit en DEA à l'époque, c'est-à-dire un Master 2, j'avais proposé de travailler sur Malek Benabi, la pensée de Malek Benabi, mais le projet n'avait pas été retenu par mon directeur de recherche, qui pensait que le sujet était, à ses yeux, trop polémique. Malgré cette décision, j'ai continué à travailler sur les idées et les ouvrages de Malek Benabi en parallèle de ma thèse de doctorat sur le PPA-MTLD, ce qui m'a permis aussi d'avoir enfin plusieurs sources différentes pour essayer de comprendre l'Algérie de la période pré-révolutionnaire, puisque j'ai travaillé sur la période pré-révolutionnaire. D'accord. Les textes, donc, justement, qui sont réunis hein, dans cet ouvrage, parce que c'est un ensemble d'articles et d'études, ils ont été construits comme ça au fil des années, en cherchant à étudier cette pensée de Ben Nabi, et en essayant, à travers cet ouvrage, de proposer une introduction et en remettant ou en mettant à l'honneur Malek Benabi, qui, à mon avis, nous offre des clés de compréhension du monde actuel dans lequel nous vivons,
aussi bien au niveau politique, culturel, que social. D'accord. Alors, merci pour cette introduction. Alors maintenant, allons justement au fond de la pensée de Malik Ben Nabi et de ce que vous évoquez justement dans votre livre. Alors, je rappelle une chose d'abord, avant de vous poser la question. Pour Malik Ben Nabi, dans son livre d'ailleurs, Les conditions de la Renaissance, le problème de la civilisation dans la culture islamique ne peut être résolu qu'en mettant l'homme en première instance, puisqu'il est le premier catalyseur de tout changement et que l'avènement de la civilisation n'est possible que si l'homme relève ce défi grâce aux idées que son esprit produit, idées ayant sur le monde des choses et des personnes un effet positif. Alors Malik Ben Abi avait fini par comprendre que suite à des siècles de décadence, l'homme fut le problème fondamental du monde islamique, problème qui revêtait selon lui des dimensions multiples dans divers domaines de la civilisation. Je crois qu'il y a pas mal de choses de cette analyse qui demeurent encore valables à ce jour. Alors moi, ma question, est-ce que ce que je viens de lire là, est-ce que c'est ça le fond de sa pensée quand il avance le concept de colonisabilité? Est-ce que la colonisabilité, c'est l'antithèse justement de ce que je viens de réciter? Et pouvez-vous donc nous en dire un peu plus sur ce concept-là? Donc, le concept de colonisabilité, il est effectivement au cœur de la réflexion de Malek Bennabi, hein. Malek Bennabi expose ce concept de colonisabilité dans un ouvrage qui s'appelle Vocation de l'Islam, qui paraît aux éditions du Seuil en 1954. Et c'est dans cet ouvrage qu'il va exposer de manière la plus rigoureuse ce concept de colonisabilité. Donc l'ouvrage part en 54, mais il l'avait écrit quelques années plus tôt, puisque le temps qui est de l'édition, ça a pris un peu de temps. Donc c'est quelque chose qui va être donc dans le cœur de son œuvre. Pour le comprendre, il faut replacer ce concept dans la lecture de l'histoire des sociétés musulmanes que propose Malik Benabi. Euh, Malek Benabi, il va faire appel à une lecture dans laquelle il va parler de ce qu'il va appeler l'ère post-almohadienne, donc qui fait référence aux Almohades, hein, une dynastie qui a régné au Maghreb et en Andalousie. Mhm, Donc l'ère post-almohadienne, c'est l'ère qui va débuter après cette dynastie et qui marque une longue période de déclin qu'aurait connue la civilisation arabo-musulmane. Bon, cette terminologie, elle peut paraître très centrée sur l'histoire du Maghreb et il faudrait certainement la relativiser si on veut l'appliquer à l'ensemble du monde musulman, notamment à l'Asie musulmane, dans lequel évidemment les Almohades n'ont pas eu d'influence majeure puisqu'ils n'ont pas régné sur cette partie du monde. Bon, évidemment, comment dire, le concept enfin, d'ère post-almohadienne s'explique par la culture algérienne de Malek Ben Nabi. Donc, il a une culture maghrébine, il est imprégné de cela, et par la lecture d'Ibn Khaldoun, qui lui aussi est un penseur classique de la période classique maghrébin classique. Selon Ben Nabi, donc, l'ère post-almohadienne, elle va se caractériser par un affaiblissement progressif des structures sociales, culturelles et politiques qui existent dans les sociétés musulmanes, mais c'est vrai, c'est véritablement maghrébines. mhm, Cela va provoquer un délitement de ce qu'il appelle dans ses ouvrages l'homme post-almohadien, c'est-à-dire un individu qui est devenu inefficace sur le plan historique, incapable de porter un projet collectif, de répondre aux défis du monde dans lequel il vit. Euh, et donc, c'est cette situation de l'homme post-almohadien qui va créer les conditions de ce qu'il appelle donc la colonisabilité.
Il est important de souligner lorsqu'on parle de colonisabilité que ce n'est pas dans la pensée de Malek Bennabi une justification de la colonisation, bien au contraire. La colonisabilité, pour lui, c'est l'idée comme un peu comme un médecin, de trouver les symptômes d'une maladie pour évidemment y proposer un remède. D'ailleurs, si on lit attentivement l'œuvre de Malek Bennabi, notamment un petit ouvrage qu'il écrit durant la Révolution algérienne alors qu'il est exilé au Caire, qui s'appelle SOS Algérie, Malek Bennabi fait une critique radicale de la colonisation, notamment dans cet ouvrage. Donc la colonisabilité, elle désigne en fait l'ensemble des facteurs internes qui rendent une société vulnérable à une domination extérieure. Mhm. Bernabi cherche ainsi à comprendre pourquoi certaines sociétés ont été colonisées au-delà de la seule puissance des empires européens, au-delà de la seule, comment dire, dynamique de l'impérialisme occidental. Il ne va pas chercher uniquement dans l'impérialisme et ses dynamiques économiques, militaires, etc., les raisons de la colonisation. Cette approche, elle constitue une rupture importante avec avec les analyses classiques de l'impérialisme, notamment celle qui a été développée par Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Oui. et dans tout ce qui a été écrit à la suite de Lénine, puisque ces analyses, elles privilégient l'étude des dynamiques économiques, politiques et militaires des puissances coloniales, donc du centre européen sur les périphéries que représenteraient l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique du Sud. Donc Ben Nabi, il propose de déplacer le regard vers les sociétés colonisées elles-mêmes et vers leur propre dynamique historique. C'est-à-dire de plus regarder l'histoire coloniale depuis le centre européen et ses dynamiques, mais depuis les sociétés colonisées elles-mêmes, de leur situation avant la colonisation. Euh, cette, cette perspective, Dans cette perspective, les peuples colonisés ne sont pas seulement envisagés comme des victimes passives de l'expansion européenne, comme des objets d'une histoire qu'ils ne feraient pas. Ils redeviennent des acteurs de leur propre histoire, même lorsque cette histoire elle est analysée de manière critique, comme le fait Ben Abi au travers du concept de colonisabilité. En redonnant une capacité d'action et de responsabilité aux sociétés dominées, Ben Nabil leur restitue également une forme de dignité intellectuelle et humaine que le discours colonial tendait à dénier. En fait, tout simplement, en les faisant passer du statut d'objet colonisé à sujet ayant une histoire propre, Ben Nabi fait quelque chose de fondamental dans la contestation de ce qu'on pourrait appeler les soubassements philosophiques de la colonisation, c'est-à-dire il remet en cause la déshumanisation des colonisés qui ne sont donc pas des objets, mais qui sont des sujets humains ayant une capacité d'action, ayant une dignité humaine en elle-même, ce qui était totalement dénié par par la colonisation. C'est sans doute donc l'un des aspects les plus originaux et les plus Mhm. féconds de la pensée de Ben Nabi, de vouloir chercher à articuler une critique du colonialisme avec avec une réflexion sur les conditions internes qui ont entraîné la colonisation, et en même temps en redonnant une dignité humaine aux colonisés. Moi, je me rappelle une expression justement qu'il utilise. Il prend un parallèle avec ce qui se passe dans la biologie, où il dit que un virus externe ne peut pas faire quelque chose ou grand-chose sur un corps sain, sauf si ce corps-là, son immunité devient fragile et devient donc vulnérable, justement. C'est à ce moment-là uniquement qu'un virus peut faire un travail dévastateur sur le corps. Alors, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que
au-delà donc de l'aspect sociétal, qu'il soit politique, économique et relationnel, il y a aussi, lui, il met le point justement sur l'homme lui-même. L'homme lui-même comme acteur, comme vous le disiez, acteur dans son environnement. Alors, selon Malek Ben Nabil, l'être social est souvent atteint par donc des pathologies dues à l'évolution historique dans le cadre du cycle de la civilisation, pathologies qui peuvent être diagnostiquées en se référant par exemple à l'œuvre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Et puis, il semble que Malik Ben Abi a pu aussi prendre conscience que le déclin de la civilisation ne produit qu'une masse humaine qu'il désigne par masse de chair mouvante qui, malgré donc sa quantité, ne peut concevoir un monde de choses et d'idées, puisque l'oisivité a atteint tous les secteurs de la vie et c'est accompagné donc d'un symptôme psychique qui ne manifeste dans les excuses observées, qui se manifeste pardon dans les excuses observées dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. En fait, c'est une description pour ceux qui connaissent un peu les pays, ces pays-là. Pour peu qu'on soit un peu objectif, on ne peut que reconnaître ces choses-là. Mais alors moi, ma question, en raison de la colonisabilité, donc cet homme est-il entré dans une phase de refoulement et fut-il atteint donc d'un sentiment d'infériorité? Parce que en réalité, c'est comme Frantz Fanon, c'est ça qu'ils attaquent. Et son moi donc s'est-il constitué alors d'un ensemble de complexes qui provoquent la dislocation de la société, réduite donc à l'incapacité de produire une œuvre mue par une logique, disons, révolutionnaire, selon la philosophie de Toynbee. Pour, pour Malek Benabi, l'homme issu de la société colonisable tend effectivement à se détourner du réel, du monde tel qu'il existe, pour s'enfermer souvent dans un univers imaginaire qui le protège des difficultés de son temps. Cette attitude constitue l'une des manifestations justement du déclin civilisationnel qu'il cherche à analyser. Malek Benabi va consacrer de nombreuses pages, notamment dans Vocation de l'Islam, à ce qu'il appelle le maraboutisme, et qu'il faut bien distinguer du soufisme qui est une forme de spiritualité propre à l'islam et qui n'est pas spécifiquement liée à la période justement post-almohadienne qui existait bien avant. Selon lui, ce qu'il nomme donc sous le terme de maraboutisme, ça correspond à une forme de religiosité dégradée qui détourne l'individu de ses responsabilités historiques et sociales en l'enfermant dans une espèce de spiritualité passive et évanescente dans un espèce de monde de rêve dans lequel il n'y aurait plus besoin d'avoir une action sur le monde, une prise sur le monde, une influence sur le monde. Ce retrait du monde, il contribue à affaiblir la capacité de la société à répondre aux défis auxquels elle est confrontée, donc notamment au défi de la colonisation. Donc justement, avoir une société entre guillemets endormie dans un ersatz de spiritualité, ça permet enfin, ça rend la société colonisable au sens où on l'a déjà expliqué. Mais ce phénomène, donc, il doit être compris après la conquête aussi, euh, dans le contexte colonial. En effet, dans ce contexte-là, le repli interne, il répond de manière dialectique à la puissance matérielle et technique de l'Occident. La supériorité économique, scientifique, militaire des puissances européennes favorise leur domination et nourrit chez les peuples colonisés un sentiment d'infériorité. Malek Benabi, à partir notamment dans ses mémoires, ou par exemple dans un ouvrage qui s'appelle l'Afro-Asiatisme, fait un Mhm. certain nombre d'observations sur la fascination qu'exerce l'Europe sur de nombreux étudiants
maghrébins qui sont fascinés par les réalisations matérielles de l'Europe et à qui ça fait oublier parfois les fondements historiques, culturels qui ont permis ces réalisations matérielles. En Ouais. gros, il va reprocher à ses étudiants et aux élites maghrébines de souvent s'intéresser que à la matérialité de la puissance occidentale sans s'intéresser aux soubassements culturels qui ont permis cette puissance et qu'il appelle à étudier. On retrouve ainsi une problématique, comme vous l'avez rappelé, qui n'est pas sans lien avec les réflexions d'Arnold Toynbee sur la dynamique de défi-riposte, hein. Pour Mhm. Toynbee, une civilisation demeure vivante lorsqu'elle parvient à répondre de manière créatrice aux défis qui lui sont posés. À l'inverse, elle rentre dans une phase de stagnation lorsqu'elle perd cette capacité d'invention, d'adaptation. Et donc, sans reprendre les catégories de Toynbee, Ben-Nebi partage l'idée que le déclin résulte moins de la force de l'adversaire que de l'incapacité d'une société à mobiliser ses propres ressources morales, intellectuelles, spirituelles aussi, puisque Ben-Nebi est est un penseur croyant, hein. Donc Mhm. il prend il prend en compte le facteur spirituel dans sa pensée. C'est pourquoi justement, dans la prise en compte de ce facteur spirituel, euh, le projet de Malek Benabi est notamment de restaurer l'efficacité sociale à la spiritualité musulmane. Efficacité sociale qu'il identifie justement dans les premiers moments de l'islam où l'islam avait cette capacité à transformer l'homme et à Mhm. transformer la société dans laquelle il s'exprimait. Et pour lui, il ne s'agit pas d'opposer la religion et le monde contemporain pour retourner à des valeurs du passé, mais de retrouver la dynamique spirituelle qui doit permettre une renaissance de la civilisation. Cette démarche suppose de se libérer à la fois de ce qu'il va appeler dans le problème des idées les idées mortes, c'est-à-dire Mhm. toutes les idées qui sont héritées de la longue période de décadence de la civilisation arabo-musulmane, et des idées mortelles qui sont en fait les idées importées sans discernement, Ouais. sans filtre de l'Occident, et ici on les importe sans justement les passer au filtre du regard critique, risque de faire perdre euh, à la Mhm. civilisation musulmane, arabo-musulmane, son identité propre. Sur ce point, on peut encore une fois noter l'influence d'Ibn Khaldoun, puisque Ben Nabi reprend de manière implicite à son compte l'idée selon laquelle le vaincu tend à imiter le vainqueur, hein. Mhm. Ce qu'explique Ibn Khaldoun dans la Muqaddimah, où il dit malheur au vaincu, puisque le vaincu va, quoi qu'il arrive, imiter le vainqueur. Notamment de ce vainqueur parce qu'il apparaît comme le détenteur de la puissance matérielle, politique, technique. Euh, Toutefois, Ben Nabi ne considère pas cette imitation comme enfin, il considère pas cette imitation comme une solution au déclin. Contraire, à ses yeux, elle constitue le symptôme de la permanence de la dépendance culturelle, psychologique, idéologique qu'a engendré la colonisation. Il va expliquer que justement, il y a un néocolonialisme qui est dans un article, dans un article qui s'appelle Le sens de l'État. Puis il va expliquer que le néocolonialisme, ça consiste pour la colonisation qui a abandonné la domination directe à perpétuer sa domination dans l'univers des idées. Mhm. Donc pour lui, la renaissance des sociétés musulmanes
ne peut résulter d'une occidentalisation plus ou moins complète, ni d'une simple importation d'un modèle justement Absolument. étranger. Il Et suppose ça même dans les sciences dures, comme on dit, dans les sciences dures et même la technique, la technologie et tout, le problème persiste dans les pays du Sud à ce jour parce qu'on importe la façon d'appliquer, on importe la machine, enfin, on forme les gens à être des techniciens, mais sans la méthode qui a permis justement aux constructeurs depuis le début de la recherche, même sur le plan fondamental, afin d'arriver à une recherche appliquée et la construction de quelque chose qui est exploitable dans l'économie, il n'y a pas cette méthode-là. Et c'est ça abs- qui pose problème à ce jour beaucoup de ces à- sociétés. à- absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous et je répondrai sur deux plans en reprenant les idées de Malek Benabi. Premièrement, Benabi fait une critique, par exemple, de ceux qui vont dire, notamment qui vont dire qu'il faudrait importer des armes de l'Occident pour se défendre Oui, justement contre la colonisation et l'impérialisme, etc., en disant qu'il ne faut pas importer seulement des armes, qu'il faut être capable de fabriquer absolument. soi-même ses propres systèmes de défense pour se protéger et justement pour ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre pour assurer sa Moralité, propre c'est-à-dire défense. que si on ne relève pas le défi de ressusciter, de dépoussiérer, de ressusciter l'idée de l'homme créateur, c'est-à-dire d'impulser la créativité, la capacité de la créativité et plus la méthode de la créativité aussi, parce que créer c'est pas uniquement, c'est pas innover, hein, parce qu'il y a tout le temps une confusion entre les deux mots. Alors la créativité n'est pas l'innovation. Alors une dernière question, Je voudrais allez-y, juste allez-y, reprendre sur rapidement s'il vous parce plaît. que votre idée est très intéressante et sur les sciences dures. L'une des différences qu'il y a de Malek Benabi avec beaucoup de penseurs du monde musulman par rapport à ces sciences dures, c'est que dans beaucoup de penseurs musulmans, il y a l'idée que les sciences dures, les mathématiques, la physique seraient des sciences neutres et qu'elles pourraient Oui, justement, elles, contrairement aux sciences humaines, être importées de l'extérieur sans avoir de filtre, etc. ce qui n'est pas vrai. Euh, alors qu'évidemment, c'est pas vrai parce Mais qu'il y a bien des sûr. biais. On sait très bien qu'il y a des biais dans les sciences dures Ouais, et qu'il ouais, faut avoir aussi un regard critique sur ces sciences dures, que c'est absolument. pas des sciences neutres. Et Ben Nabi contrairement à beaucoup de penseurs du renouveau musulman du 19e et du 20e siècle, a un regard beaucoup plus critique sur les sciences dures et la neutralité. Et je pense que c'est aussi lié, puisqu'on en a parlé au tout début, à sa formation scientifique en France à Oui. partir des années 30, puisque Malek Ben Nabi a une vraie formation scientifique qui lui permet peut-être justement de relativiser cette neutralité des sciences. Mhm. Alors, une dernière question, Youssef Girard, c'est vraiment passionnant. Euh, la lecture civilisationnelle de la pensée de Malik Ben Nabi impose à celui, certainement actuellement, en particulier dans les pays du Sud et en particulier en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à celui qui porte en lui le souci donc du développement et du progrès, de la relire dans le but de développer ce qui en est valable et abandonner ce qui n'est plus utile à l'ordre du jour. Il est vrai que ce n'est pas tout ce qui a été écrit par Malik Benabi qui est apte à constituer un projet civilisationnel. Il faut toujours avoir le recul nécessaire par rapport à ce qui a été dit. D'ailleurs, lui-même, il parle des idées mortes et des idées mortelles. Donc, il faut toujours être dans ce mouvement-là de créativité et de découverte. Alors, ma question pour vous, quelle place donneriez-vous donc aux travaux de Malik Benabi dans le monde d'aujourd'hui, avec tous ces foisonnements idéologiques, technologiques, économiques, sociaux et politiques? Et puis, pour les Africains qui nous intéressent dans notre émission, les Africains ont-ils intérêt à redécouvrir sa pensée?
Aujourd'hui, à mon avis, on est dans une période où il y a un vaste, à travers le monde, sous différentes appellations et sous différentes formes, il y a un vaste mouvement décolonial ou post-colonial qui s'exprime notamment, par exemple, en Amérique du Sud, avec la production théorique des études décoloniales sur la critique épistémologique de la colonisation, sur de la domination, sur la colonisabilité de l'être dans par rapport à la colonisation, etc. Il y a aussi, par exemple, en Inde, enfin, dans le sous-continent indien, toute la dynamique autour des historiens du groupe des Subaltern Studies pour relire l'histoire coloniale à partir Mhm, des sources, des sources indiennes. Il y a tout le mouvement post-colonial dans le monde anglo-saxon qui a été introduit notamment par l'ouvrage référence d'Edward Said sur l'orientalisme. Il y a, qui a été initié dans les dynamiques afro-américaines, le mouvement de la critique, de la théorie critique de la race, par exemple. Tous ces mouvements qu'on peut mettre sous une grande étiquette décoloniale ou postcoloniale, avec les contradictions qu'ils ont, puisqu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, Ben Nebi peut être aujourd'hui un apport fondamental à ce grand mouvement de remise en cause de la domination occidentale sur un plan philosophique, épistémologique, idéologique. Et donc Ben Nabi peut être un apport. D'ailleurs, Ben Nabi est étudié mhm. que la pensée de Malek Ben Nabi, elle est déjà étudiée dans beaucoup de pays en dehors de l'Algérie, hein. Évidemment, c'est une pensée qui est étudiée en Algérie. Je pense notamment à tout le travail qui est fait en Malaisie, puisque en Malaisie, il y a pas mal, il y a un certain nombre de travaux, notamment sur la, décolo- la décolonisation épistémique, Mhm. comment dire, la critique de la colonisation épistémique, de la décolonisation des savoirs, qui s'inspire, entre autres, mais pas seulement, du travail de Malek Benabi. Donc pour terminer rapidement avec Mhm. votre question sur l'Afrique, hein, en Mhm. quoi Malek Benabi peut être un apport pour l'Afrique, évidemment, Malek Benabi peut être un apport pour l'Afrique, j'allais dire, mais aussi pour le monde arabe Ouais, et ouais. pour le monde musulman en général. Mais pour l'Afrique, évidemment, déjà parce que c'est un penseur africain du XXe siècle qui a une œuvre, notamment pour les pays francophones, puisqu'il a écrit aussi en français et en arabe. Donc, comme pour les pays francophones d'Afrique, il peut être un apport important notamment à travers les concepts qu'il a produits et la façon dont on peut utiliser la pensée de Malek Ben-Nabi pour essayer d'analyser les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée et évidemment trouver des D'accord. solutions à ces problèmes, puisque, comme vous le disiez, notamment, l'idée, c'est de trouver des anticorps aux problèmes auxquels les pays colonisés ou anciennement colonisés sont confrontés. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Docteur Youssef Girard, je vous remercie pour cette intervention passionnante pour toutes ces informations, toutes ces analyses et ces éclairages. Et je vous dis à très bientôt dans une autre occasion. Merci pour votre invitation encore C'est une moi qui vous fois et à remercie. bientôt. C'était le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Il nous a rejoints depuis Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai, chers amis, très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci, cher ami. C'était vraiment passionnant, hein. Passionnant. Ouais, merci. Et puis que c'était pas marqué, mais c'est vrai que la question des sciences dures, tiens, Ouais, ouais, ouais.
C'est une Moi, question tu sais très que intéressante. moi, je l'ai lu, hein, je l'ai lu pendant des années et des années. Lu et Ben, ça se relu. voit, ça se Lu, voit. ouais, ouais. Lu J'ai et compris. relu. Et non, on ne peut pas lui dénier le fait qu'il il a mis la main, il a mis le doigt sur ce qui fait mal et qui continue à faire mal, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Mhm. Même aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai que la question sur les sciences dures, on la pose rarement, mais c'est une Ouais. vraie question, notamment parce que quand tu lis les, mais tu sais ça aussi bien que moi, quand tu lis notamment les penseurs des frères musulmans, pour eux, on a l'impression que les sciences dures, c'est un truc Ouais, totalement ouais, ouais, neutre, ouais, il n'y ouais, a pas ouais. de souci. Alors autant les sciences humaines, c'est chétane, mais autant les sciences dures, venez, vous êtes les Ouais. bienvenus. Alors là, ils ont contribué à rajouter une couche d'ignorance avec leurs histoires là d'islamiser la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es une science, si une chose est une science, elle est forcément universelle. Donc il faut aller au fond des choses, aussi bien chez celui qui l'a produite ou celui qui l'applique. Cher ami, donc moi je dois libérer mon technicien parce qu'il est Pas de souci. 19 heures chez nous. Et donc Ben, merci un beaucoup. grand merci à toi aussi. Et je te tiens au courant pour la télévision. Je suis sûr, en toute façon, dès que je fais quelque chose, moi, il, sans, dès que je fais quelque chose, je publie quelque chose, eux, ils le contactent directement pour. Ils me surveillent de très près. Donc, Ah bah tant mieux. ouais. Donc, et Bah, merci vraiment, encore. bravo, hein. Bravo. C'était Merci vraiment encore. passionnant. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.